Jeudi 11 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, les travaux de construction de la nouvelle ville Telamaswanj, un projet présidentiel, se poursuivent actuellement sous la houlette du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Les travaux consistent actuellement à la construction des infrastructures, notamment des zones administratives et des zones privées, mais aussi du bitumage de l'avenue principale de la nouvelle ville. Les travaux avancent et selon les estimations, une grande partie de la nouvelle ville Telamaswanj sera construite dans les 5 ans à venir. Reportage sur les images d'Anzara Ranjiansu. 983 hectares de terrain sont dédiés à la construction de la nouvelle ville Telamaswanj, selon le plan du projet présidentiel déjà établi durant le premier mandat du président Andras Dwelin. La première phase de ce projet se fait sur les 480 hectares. Si les phases techniques et les phases d'enquête ont été achevées, le projet entre actuellement dans la phase des travaux proprement dit, après l'aménagement de la première partie de la surface dédiée aux constructions, mais aussi du terrassement de l'avenue principale de Telamaswanj, qui sera bientôt bitumée, selon les explications. Par ailleurs, concernant les expropriations, selon les explications du directeur de développement des nouvelles villes, l'indemnisation des personnes concernées devront s'achever cette année. Outre cela, la construction des infrastructures se poursuit, notamment la maison de la presse, qui est en cours de finition. Par ailleurs, la protection des zones à risque qui a engendré l'ensevelissement de 3 hectares de rizières l'an dernier est déjà solutionnée. Aucune rizière n'a été ensevelie durant cette saison des pluies, selon les explications. Les travaux avancent et les ministères sont déjà en cours pour la construction de leurs bureaux administratifs au sein de la nouvelle ville. La délimitation des zones est déjà achevée également, notamment les zones d'habitation, les zones industrielles, les hôpitaux, les universités, entre autres. Il y a également la construction d'une belvédère qui sera une sorte de lieu d'observation et de divertissement pour les visiteurs de la nouvelle ville Telamaswanj. Ce dernier sera ouvert très prochainement au public qui veulent visiter le projet, selon les explications. Le directeur général de la nouvelle ville et de l'habitat a souligné également que des bâtiments R+4 similaires à ceux de Lake Village d'Ivat y seront construits. Les travaux d'implantation débuteront demain. D'après les estimations, une grande partie de la nouvelle ville Telamaswanj sera construite dans les 5 ans à venir. Parlons toujours justement des suivis des projets en cours actuellement. Le projet de construction de 46 parcs solaires est un projet qui vise à solutionner les problèmes de fourniture d'électricité dans le pays. Il s'agit d'étendre les centrales de production d'électricité ou de construire des parcs solaires dans les districts de Madagascar ayant des problèmes d'approvisionnement d'électricité. Un projet initié par l'État sous la houlette du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures en vue de la construction de ces 46 parcs solaires. Des techniciens chinois issus des grandes entreprises dans le domaine de l'installation des parcs solaires avec des techniciens du ministère ont effectué des études. Reportage. Madagascar regorge de ressources énergétiques renouvelables comme le soleil, qui peut être source d'énergie apportant de l'électricité pour chaque ménage malagasy. Raison pour laquelle le projet de construction de parcs solaires a été mis en place par l'État à travers le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures afin de solutionner et renforcer la production d'électricité dans tous les districts de la Grande Île. La production d'électricité dans le pays n'arrive plus à suivre les besoins de la population, sans parler des foyers qui ne bénéficient pas d'électricité. Il faut aussi limiter l'utilisation des carburants pour préserver l'environnement. Pour solutionner ces problèmes, le projet visant à installer 46 parcs solaires a été mis en place. Certains de ces parcs solaires sont déjà achevés, d'autres sont en cours, si certains vont être encore instruits. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures travaille étroitement avec des techniciens internationaux à cet effet. Cette semaine, ces techniciens chinois issus de Huawei et de Longhi, accompagnés des techniciens du ministère, sont descendus dans les lieux d'implantation des parcs solaires afin de faire des reconnaissances mais aussi des études. Ils sont entre autres passés à Brickaville et Manakambayin à Batonjazak. Par ailleurs, les équipements et les matériaux pour la construction de ces parcs solaires sont déjà acheminés par voie maritime vers Madagascar, selon les explications. Dans les actualités de ce jour également, parlant grâce présidentielle, 909 détenus d'Intanmour ont bénéficié de la remise de peine accordée par le président de la République le 31 décembre dernier, ainsi que 89 détenus de Tiafa selon les statistiques obtenues aujourd'hui du directeur de la prison. Nous suivrons dans cette enquête la sortie de quelques détenus avec Ruth Christelle Rakout Malal et Yves Janel. Ce prisonnier est détenu dans la prison d'Intanmour depuis 1 an et demi.
Il a été condamné à une peine de 2 ans pour pickpocket. Durant son emprisonnement, il avait suivi une formation sur la mécanique et l'art oratoire. Ces 2 mineurs ont également été arrêtés pour avoir fait du pickpocket à Njavwang. Elles devaient passer 6 mois en prison et actuellement, elles en sont à 3 mois. Ces détenus font partie des 909 qui ont bénéficié de la grâce présidentielle le 31 décembre dernier et sont aujourd'hui sortis du prison d'Antanmour. Leur joie est sans égale et ils sont prêts à se reconvertir. Il existe dans la prison d'Antanmour des formations pour que ces détenus puissent réintégrer la société après leur sortie. Par ailleurs, 89 ont bénéficié d'une réduction de peine dans la prison de Tiafa, dont 7 ont été libérés immédiatement. 2634 prisonniers sur toute l'île ont été libérés immédiatement et 6079 sont en attente de cette libération, explique le directeur général de l'administration pénitentiaire, Ralson Arsène. Sur les 16 766 condamnés recensés à la fin novembre 2023, 8 713, soit 51,97%, ont bénéficié de cette grâce présidentielle à l'occasion de la nouvelle année. Toutefois, les prisonniers qui ont fait appel ou cassation ont 2 mois pour retirer leur appel ou cassation afin de pouvoir bénéficier de cette grâce. Pour ce jour, à Antanmour, l'émotion était au rendez-vous, mélangeant anxiété et excitation. Et l'approvisionnement en eau sera perturbé pendant 8 heures dans de nombreux quartiers d'Antananarivo demain, vendredi 12 janvier. Cela est dû à l'entretien d'une partie du réseau d'alimentation électrique de la station de production d'eau de Manchester. Ainsi, la station de Manchester sera à l'arrêt et cela provoquera des perturbations sur l'approvisionnement d'eau pour plusieurs quartiers, précise la Jirama, selon ce reportage de Anienne Martina, Sylvain et Sech Anjinab. Actuellement, le gap en matière d'approvisionnement en eau pour Antananarivo atteint les 60 000 à 70 000 mètres cubes par jour, alors que les besoins de la population sont de 300 000 mètres cubes par jour. L'une des causes du problème actuel est entre autres les infrastructures qui ne suivent plus l'accroissement du nombre de la population et des usagers de la Jirama. Outre la diminution de la production, la vétusté des canalisations est un autre facteur qui renforce la pénurie selon la Jirama. De nombreuses mesures ont été prises pour atténuer ce problème et continueront d'être mises en œuvre à long terme. Cependant, cette perturbation de l'approvisionnement en eau dans nombreuses zones d'Antananarivo va s'intensifier demain. Les quartiers d'Analamains, Ivanj, Alarbi, Ankurjan, Somaswanj, Anzanar, Manzakarei, Ambatment, Ambatbe, Akadanjamam, Tomananjai, Ambujarab, Ankatkil Ilaf, Ambudvun, Ankatfuts, Ambudzatouv, Ravouj, Patnakang, Antanarin, Ambudsir, Siadan, Forvaran, Mamassen, Ambulkanjan, Ankatsu, Apanjan, Ankatvat, Ambandi, Anzui, Andwalu, Ambumsimben, Maab, Ambudzanaka Ambui, Ankarobat, Ankatlalaputsi, Maalavulun, Porduchen, Ampanjinumbi, Apantukan, Anjessour et Antsamev seront affectés. À l'origine de ces perturbations, les travaux d'entretien qui seront effectués au sein de la centrale hydroélectrique de Manchester. Ces travaux dureront 8 heures. Toutefois, l'approvisionnement en eau de certaines zones ne sera pas interrompu pendant 8 heures, mais il y aura tout de même des perturbations selon les explications, car l'approvisionnement en eau sera de 1900 mètres cubes par heure. L'approvisionnement en eau reviendra à la normale une fois tous les travaux terminés, confirme la Jirama. Restons toujours dans ce sujet d'approvisionnement en eau. Les habitants d'Anterouk ont souffert à plusieurs reprises justement de problèmes d'approvisionnement d'eau. Pour y remédier, les parents du président ont fait un don d'un conteneur de 3 mètres cubes aux habitants. Reportage de Rodriguez Ragout-Malal et Yves Chanel. Depuis 2 ans, les habitants d'Ambouibao Anterouk n'ont pratiquement pas accès à l'eau. Face à cette situation, les parents du président de la République Anjrazouel ont décidé d'agir. Ils ont mis en place des bonbonnes d'eau dans la commune. Ces bonbonnes, remplies d'eau potable, offrent un soulagement immédiat aux habitants et répondent à leurs besoins les plus fondamentaux. Toujours selon les explications du colonel Yves-Roger Radzouel, un autre bonbonne pouvant contenir 10 mètres cubes d'eau sera installé à Mrundav. La Jirama approvisionne ses bonbonnes tous les 2 à 3 jours.
Et un nouveau tarif est mis en place par l'ambassade de Madagascar en France pour les visas de séjour à Madagascar. Ainsi, les visas court séjour non transformables de 0 à 30 jours passent de 20 à 18 euros. Et pour un séjour de 31 à 60 jours, cela passe à 23 euros contre 35 euros auparavant. Et pour un séjour de 60 à 61 à 90 jours, le visa est de 32 euros au lieu de 35 euros. Pour les visas transformables en long séjour, il faut payer 32 euros au lieu de 35 euros auparavant. Et dans les informations de ce jour également, le tarif des visites techniques des véhicules a augmenté selon les affichages au sein des centres des services techniques des véhicules. Cette hausse a été effective depuis le lundi 1er janvier. Une hausse dont se plaignent les propriétaires de véhicules et surtout ceux qui œuvrent dans le transport, car selon eux, cela engendre des pertes sur leurs recettes. Reportage de Secharan Jenas et Anzara Narvel. Le tarif des visites techniques des voitures a doublé selon les affichages au niveau des centres de services routiers. Si cela était de 35 000 arrières à 50 000 arrières auparavant, le tarif atteint les 80 000 arrières et plus actuellement. Cette hausse engendre des pertes pour les propriétaires des véhicules, surtout ceux qui travaillent dans le transport public, selon leurs plaintes aujourd'hui. Outre cela, le tarif des amendes est également décrié par les chauffeurs. Selon eux, ces tarifs favorisent la corruption. Voici les 7 raisons pour lesquelles une voiture sont envoyées en fourrière. Absence de carte violette, ne pas disposer d'une attestation de contrôle technique ou visite technique, ne pas posséder ou utiliser un document gouvernemental périmé ou n'étant plus valide pour le transport de marchandises interdites par la loi, validité expirée, transport illégal des personnes, racolage des voyageurs, ne pas avoir l'autorisation de travailler, absence de bande rétro-réfléchissante, utilisation d'une voiture à vitres foncées avec une pellicule vert fumé. La durée de garde de la voiture est de 72 heures au minimum et de 10 jours au maximum. Pendant ce temps, le véhicule sera amené au bureau municipal à la charge du propriétaire du véhicule qui devra s'y acquitter de l'amende. Si le propriétaire du véhicule ne paie pas l'amende, un procès verbal sera dressé et le tribunal rendra la décision finale. Et dans les actualités internationales de ce soir, l'Afrique du Sud a saisi en urgence la plus haute juridiction des Nations Unies pour qu'elle enjoigne à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Une requête qui s'explique notamment par des motivations historiques. Le parti au pouvoir soutenant depuis longtemps la cause palestinienne associée à la lutte contre l'apartheid et de politique intérieure à quelques mois des prochaines élections. Reportage de France 24. Sur la place Nelson Mandela à Ramallah, les drapeaux sud-africains et palestiniens flottent à l'unisson. Ces habitants sont venus dire merci à l'Afrique du Sud, alors que la Cour internationale de justice étudie les accusations d'actes génocidaires contre Israël formulées par Pretoria. Nous disons merci à l'Afrique du Sud. Merci d'avoir déposé plainte contre l'occupation auprès de la Cour internationale de justice. Beaucoup de pays ressentent notre douleur, mais l'Afrique du Sud a décidé de la matérialiser sur papier en déposant plainte. Dans sa requête de 84 pages, Pretoria condamne sans équivoque l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre, mais estime que l'État hébreu a rompu ses engagements sur le génocide pris auprès des Nations Unies. Selon l'Afrique du Sud, les actions israéliennes à Gaza sont destinées à provoquer la destruction d'une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien. Des accusations rejetées par le président israélien. Il n'y a rien de plus atroce et grotesque que cette affirmation. Et ici, avec l'hypocrisie de l'Afrique du Sud, nous serons devant la Cour internationale de justice et nous présenterons fièrement notre cas de recours à la légitime défense. Des représentants des deux pays doivent s'exprimer devant le tribunal ce jeudi et ce vendredi. L'Afrique du Sud devra présenter des preuves concrètes de ce qu'elle avance. Ils devront prouver que des actes de génocide ont été perpétrés. Cela comprend le fait de tuer des membres d'un groupe protégé ou entraîner de graves blessures corporelles et mentales aux membres d'un groupe protégé ou affecter leurs conditions de vie pour les détruire. Comme l'Afrique du Sud a déposé une procédure d'urgence, la Cour internationale de justice pourrait se prononcer dans quelques semaines. Ces décisions sont sans appel et juridiquement contraignantes, mais elle n'a aucun pouvoir pour les faire respecter.
Et les forces britanniques et américaines ont abattu mardi soir 18 drones et 3 milices tirées par les rebelles du Yémen en mer Rouge, d'après l'armée américaine. Le gouvernement britannique a parlé de l'attaque la plus importante à ce jour menée par les Houthis qui disent agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. France 24. Sur cette photo, le navire de guerre britannique qui a déjoué mardi une nouvelle série d'attaques en mer Rouge avec l'aide de plusieurs navires américains. 3 missiles et 18 drones ont été abattus. Pour Londres et Washington, les responsables ne font aucun doute. Ces attaques ont bénéficié de l'aide et de la complicité de l'Iran, sous la forme de technologie, d'équipements et de renseignements. Si ces attaques se poursuivent comme hier, il y aura des conséquences. Encore une fois, il s'agit d'une menace claire pour les intérêts des pays du monde entier. Premier allié d'Israël, les États-Unis avaient déjà mis en garde la semaine dernière les rebelles Houthis appuyés par Téhéran en créant une coalition internationale visant à empêcher les attaques dans cette zone maritime stratégique où transite 12% du commerce mondial. Et pourtant, mardi, les rebelles Houthis ont lancé la plus grande attaque jamais orchestrée en mer Rouge. Les forces armées yéménites continueront d'empêcher les navires israéliens ou ceux qui se dirigent vers les ports de la Palestine occupée de naviguer en mer d'Oman et en mer Rouge jusqu'à ce que l'agression soit arrêtée et que le blocus soit levé pour nos frères de la bande de Gaza. Aucune victime ou dommage n'a été recensé dans cette attaque. La 26e menée par les Houthis contre des voies de navigation commerciale en mer Rouge depuis la mi-novembre. Et le parti d'extrême droite allemand AfD a reconnu hier des discussions avec un extrémiste autrichien partisan de la remigration, mais a démenti soutenir cette idée d'une expulsion massive des étrangers. Dans un reportage de France 24. Images de caméras cachées à l'appui, le média d'investigation allemand Corrective publie ces révélations embarrassantes pour l'AfD, le parti d'extrême droite qui a le vent en poupe en Allemagne. C'est dans cet hôtel de Potsdam que le 25 novembre dernier, des responsables de l'AfD se sont retrouvés en compagnie de donateurs et de membres de mouvances néo-nazis pour discuter remigration. Un projet d'expulsion à grande échelle qui vise des citoyens allemands d'origine étrangère qui ne se seraient pas assimilés à la communauté nationale. Cela montre que même des hauts responsables de l'AfD ont tenu dans une salle fermée des positions de droite radicale qui n'exprimeraient jamais publiquement. L'AfD ne défend pas officiellement la remigration dans son programme et affirme condamner l'idée selon laquelle il pourrait exister en Allemagne des citoyens de première et de deuxième classe. Le parti reste farouchement opposé à l'immigration dont l'économie allemande ne peut pourtant pas se passer. En réponse à l'enquête de Corrective, l'AfD déclare qu'elle ne changera pas sa position sur la politique d'immigration à cause d'une seule opinion exprimée lors d'une réunion non organisée par l'AfD. Mais que ferait le parti s'il parvenait un jour au pouvoir? Le doute est permis. L'AfD est surveillée par les services de renseignements intérieurs allemands et plusieurs membres de la coalition au pouvoir appellent désormais ouvertement à son interdiction. Cela montre clairement que malgré toutes ces dénégations, l'AfD se radicalise de plus en plus dans l'extrémisme à droite. Nous ne devons rien exclure, même une éventuelle interdiction. L'AfD n'a jamais atteint de tels sommets dans les intentions de vote en Allemagne, à plus de 20% au niveau national, autour de 30% dans l'ex-Allemagne de l'Est. La résonance de faits divers criminels n'y est sans doute pas pour rien. La criminalité globale est fortement en recul en Allemagne, mais dans le même temps, les crimes violents commis par des étrangers surreprésentés parmi les mises en cause sont en hausse. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. À très bientôt. Au revoir.